Bonsoir et bienvenue dans ces magazines décryptage qui revient sur l'analyse de l'actualité, mais également les décryptages sur tout le point, en rapport avec certaines informations en République démocratique du Congo dans son ensemble, dans la province du Haut-Katanga en particulier, un magazine qui réunit le chevalier de la plume et du micro de la province du Haut-Katanga pour décrypter l'actualité. Vous êtes sur Shalom Télévision. Merci à vous tous de nous suivre de quatre coins de la ville de Lubumbashi. Et ce soir, d'abord, nous allons faire un retour sur le recouvrement forcé des taxes automobiles lancé par la direction de recettes du Haut-Katanga il y a quelques semaines déjà, et une initiative censée maximiser bien évidemment les recettes de la province, mais qui provoque déjà une flambée des prix de transport. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails et des décryptages, comme le nom du magazine s'intitule. Et puis nous allons revenir également sur la présence des agents Bureau D, une unité de la police des circulations routières qui opère en appui avec la police de circulation routière PCR. Des interrogations se multiplient également sur la présence de cette unité dans plusieurs lignes de transport de la ville de Lubumbashi. Ça sera bien évidemment la quintessence de cette émission de ce soir. Et pour en parler, je reçois ce soir sur ces plateaux Ange Chimpaka, journaliste, à qui j'ai dit bonsoir Ange. Bonsoir mon confrère, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir surtout à tous les amoureux de décryptage sur Shalom Télévision. Et je pense qu'aujourd'hui vous êtes justement au rythme de l'appréciation du taux d'échange en République démocratique du Congo. Oui, évidemment, mais nous sommes déjà, je pense, à 60% ou 70%, si je peux exagérer comme ça, parce que vous savez très bien que il y a peut-être cette dépréciation qui est remarquable sur terrain, mais malheureusement, on constate que les prix de biens sur le marché ne bougent toujours pas. On constate à des fois que il y a plusieurs locataires qui commencent déjà à avoir des problèmes avec leurs bailleurs aussi. Qui s'inquiètent même de oui, la baisse de quelqu'un prix qui vous dira que je ne vous voudrais plus encore que vous me payez en dollars, quelqu'un qui vous dira mais vous revenir toujours au même prix que vous me payez auparavant. Vous savez que depuis que cet événement s'est déclenché, il y a plusieurs personnes qui ont enregistré, même ceux qui partent en ville pour se produire ou s'acheter des téléphones. Il y a toujours des problèmes. Quelqu'un, on a écrit sur un prix 100 dollars, il fait sortir un billet de 100 dollars. Et après, c'est le vendeur qui lui dira non, il faudra encore ajouter autant d'argent pour que ça fasse autant selon le prix. Donc, vous sentez que le gouvernement ne peut pas seulement se limiter parce qu'il y a de clameurs publiques, mais évidemment le gouvernement doit aussi se pencher à faire le suivi dans la population. Je pense qu'il y a les inspecteurs économiques, les inspecteurs financiers. Ils peuvent aussi circuler pour voir réellement est-ce que cela est concret sur terrain. Un sujet d'appréciation de taux d'échange à revenir peut-être dans un autre numéro de décryptage, mais avant cela, avant même d'entrer dans les vifs de notre sujet, nous allons aborder une actualité encore chaud bouillante dans la diplomatie congolaise, la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par une guerre d'agression qui dure déjà une décennie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conscient de cette situation, un père qui recherche des solutions, Ange Chimpaka, le président de la République, était justement en Belgique, où il s'est prononcé au Forum Global Waterway, une rencontre de haut niveau autour du développement, mais également de la coopération internationale. Tshisekedi dit tendre la main à Paul Kagame, alors que dans un laps de temps, on a entendu un discours du président de la République vouloir bien évidemment restaurer la paix, mais il cautionne d'abord le retrait de troupes du M23 à l'est de l'RDC. Merci beaucoup. Monsieur Pierre, vous savez que cela peut-être est mal compris et le langage est la source des malentendus. Vous allez voir que cela est mal compris, surtout dans l'opinion publique. Il y a surtout dans le cadre de l'opposition congolaise, vous sentez que chacun peut analyser de sa propre manière les propos tenus par le président Tshisekedi, et surtout devant cette tribune. Le président Tshisekedi a profité d'étendre la main, peut-être pour certains. C'est de l'incompétence, c'est une humiliation. Forme de faiblesse. Voilà, forme de faiblesse. Mais moi, je peux vous dire que
D'une part, on peut analyser ça dans deux angles. Le premier angle que je pourrais peut-être aborder, c'est celui de voir le président Tshisekedi qui profite à cette rencontre ici, ce n'était pas prévu de parler des guerres, ce n'était pas prévu de parler de quoi que ce soit, mais c'était prévu, c'était juste une rencontre économique, purement économique, où on se retrouvait devant les investisseurs occidentaux pour évoquer les cas pour évoquer les partenariats financiers, économiques entre les pays africains représentés devant cette haute tribune. Et je crois que les domaines sécuritaires ne doivent pas être à côté même évidemment, mais je pense que selon le contexte, même si vous allez voir, si vous allez bien comprendre les propos tenus par le président Tshisekedi, et là-dessus, vous allez comprendre que c'était un discours improvisé. Ses collaborateurs n'avaient pas prévu ce discours-là. Mais le président Tshisekedi a prévu subitement, il a profité de l'opportunité pour quand même en découdre avec Paul Kagame. Mais je pense que ce que je peux dire, selon mon analyse concrète, je pense que le président Tshisekedi a voulu faire voir à tout le monde que voilà, aujourd'hui, vous voulez que nous coopérions sur l'économie. Entre nous, signer un partenariat entre nous, mais fort malheureusement, vous oubliez qu'ici, dans cette salle, il y a aussi quelqu'un qui ne voudra pas la paix, parce que pour que l'économie puisse marcher au niveau national, au niveau international, même au niveau local, il faudrait nécessairement qu'il y ait la paix. Mais parmi nous, vous avez associé à ce deal, vous avez encore associé à ce partenariat économique donc un détracteur de la population congolaise, c'est lui qui massacre, qui tue, qui fait quoi que ce soit. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on puisse aller en guerre. C'est comme on dirait que le président Tshisekedi, en parlant, c'est ça beaucoup plus la stratégie diplomatique qu'il a utilisée. Parce que vous allez comprendre que quand il a tenu ses propos, dans la salle, c'est presque tous les participants qui ont applaudi. Ça, d'abord, vous devez le savoir. Mais les participants qui ont applaudi n'étaient pas congolais. Okay. Ou je peux dire, n'étaient pas tous congolais. Parce qu'il y avait aussi des Congolais là-dedans, mais la plupart des gens qui étaient là, à ce forum, on pouvait voir qu'il y avait des Occidentaux eux-mêmes qui étaient là. Des délégations différentes de quatre coins du monde. Du monde qui étaient là. Mais lorsque le président Tshisekedi a tenu de tels propos devant plusieurs diplomates, devant plusieurs chefs d'État, ce sont eux d'abord qui comprennent mieux la politique. Ils ont compris ça. Vous savez, aujourd'hui, le président Tshisekedi a tenu ce propos-là devant les mêmes personnes que nous avons toujours accusées, que ce sont elles qui fournissent des armes, qui fournissent la guerre de l'Est. Alors, quand il accepte de faire la paix, moi, je ne pense pas que peut-être c'est un mauvais plan, non, mais vous voyez, on peut gagner la guerre par la voie diplomatique. On peut gagner la guerre par la voie militaire, tout comme aussi par la voie politique. La voie politique à l'interne, on peut revenir à un dialogue inclusif, un dialogue sincère. Mais à ce niveau ici, vous allez voir que le président Tshisekedi a utilisé deux plans, mais en un seul plan. Il a pris à témoin le monde. Ça, vous avez entendu dans ses propos. Okay. Il a pris à témoin le monde entier. Il a pris à témoin quelques chefs d'État africain, il a fait référence à Joao Lourenço qui joue actuellement, la présidence de l'Union africaine. De l'Union africaine. Mais sur le plan diplomatique, c'est pas une première pour le président Tshisekedi d'étendre la main à Paul Kagame. On l'a vu puisque lors de sa campagne électorale, le président de la République a promis des choses sur les plans diplomatiques pour mettre un terme à cette guerre. Et par la suite des choses, on a vu la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, opérer plusieurs missions diplomatiques, notamment à Washington, où c'était un accord exactement économique, mais qui touche les secteurs diplomatiques. Il y a également des accords de Doha, mais sur le terrain, les hostilités ne s'arrêtent pas. C'est quoi la clé de voûte aujourd'hui du côté du gouvernement congolais? C'est pourquoi vous allez constater que le président, depuis tout ce temps ici, le président de la République n'a jamais eu l'opportunité de parler à son homologue rwandais face à face, comme il l'a profité hier, donc avant-hier. Vous avez vu que le président Tshisekedi a profité de l'opportunité pour le lui dire face à face. C'est aussi une façon de voir la RDC accuser directement
son Son agresseur. agresseur, ouais. C'est ça ce qui s'est passé. Parce que dire à tout le monde, il dit, je prends à témoin le monde entier, je prends à témoin tel. Et c'est-à-dire le président Tshisekedi n'a pas voulu revenir à des différents propos qu'il avait tenus lors de la campagne électorale. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il faut faire la guerre directement au Rwanda. Oui, on peut faire la guerre parce qu'on a aussi aujourd'hui, je peux vous dire que la RDC a des atouts possibles, mais vu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'interne, au niveau interne, ici en République démocratique du Congo, même si nous pouvons déclencher la guerre contre le Rwanda aujourd'hui, nous serons toujours perdants. Donc Parce il faut éviter de voilà, répercussions. il faudrait beaucoup plus éviter ou prévenir maintenant toutes ces répercussions qui pouvaient peut-être nous rattraper l'un ou l'autre jour. C'est pourquoi le président Tshisekedi, dans ses propos, il a d'abord accusé. Il a tenu des propos, en tout cas, très intelligents. Lorsqu'il accuse, il a accusé son homologue rwandais directement devant la face du monde qu'aujourd'hui, si toi tu peux accepter qu'on signe tout ce que nous pouvons signer aujourd'hui, mais tu ne pourras pas toujours accepter parce que tu es un homme de guerre, tu es un homme des armes. Mais je m'aimerais te demander aujourd'hui, c'est-à-dire une façon de te dire que nous allons te pardonner. Tu as déjà massacré beaucoup de populations. Nous comptons annuellement, nous comptons par millions. C'est ce qu'il a même tenu comme propos. Alors, nous pouvons accepter aujourd'hui de te pardonner, de faire la paix, afin de mieux échanger sur le plan économique ensemble avec vous. Mais je pense que aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est une humiliation pour la République démocratique du Congo, mon frère Pierre. Non, ce n'est pas une humiliation. Aujourd'hui, supposons que la procédure amorcée par le président Tshisekedi d'étendre la main à Paul Kagame venait à échouer, par exemple. Non, disons d'abord pas seulement d'abord voir l'échec, mais Ouais. s'il pouvait peut-être réussir à cette procédure. Mais vous allez voir que les mêmes paroles, les mêmes langues vont se délier, les mêmes langues congolaises qui ont tenu à critiquer cette démarche dite humiliante selon eux, vous allez voir que ils seront encore le premier à applaudir. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème de la RDC, comme il l'a soulevé, mais moi je pense par là que le président Tshisekedi, avant d'étendre la main à Paul Kagame, il devait d'abord commencer par réunir les filles et fils de la RDC. Parce que nous-mêmes d'abord, Le dialogue national. voilà, inclusif. Mais parce que j'ai vu lui-même un confrère qui a écrit sur sa page Facebook, il dit, mais si aujourd'hui, la manière dont le président Tshisekedi a tendu la main à Paul Kagame, mais s'il l'aurait fait aussi à Joseph Kabila, à la Senko, vous voyez, donc à toutes les parties prenantes. Une autre question qui demande encore une analyse approfondie, voilà. Parce que en revenant sur le dialogue national, Paul Kagame a été consulté par la Senko. On a vu des représentants de l'église, Oui. le prélat catholique aller à la rencontre du président rwandais Paul Kagame à Kigali. Jusqu'ici, pensez-vous que Kagame attend également que les dialogues national inclusifs puissent être lancés pour qu'il réponde Non. à l'appel de Félix Tshisekedi? Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays souverain, cela ne peut pas vraiment, cela ne peut pas donc patauger le système déjà amorcé, déjà commencé avec le processus de paix en RDC. Mais je pense que cela en tout cas ne regarde pas les pays étrangers. Le président Paul Kagame, c'est le problème seulement de respecter, de savoir comment respecter la souveraineté, l'intégrité nationale de la RDC. Aujourd'hui, Paul Kagame, si vous constatez beaucoup plus, il ne s'entête pas seulement lui seul. Parce que moi, je vous dis, si je peux revenir à ce que j'avais déjà dit ici, ou aussi en renchérir, le président Tshisekedi, s'il accepte de déclencher la guerre contre le Rwanda, Pierre, je vous dis, c'est ce jour-là où vous allez constater, vous allez découvrir, pas encore en catimini tel que nous vivons aujourd'hui, c'est le jour où vous allez découvrir vraiment les vrais partenaires du Rwanda. C'est ce jour-là où vous allez le découvrir. Parce que donc, les armes ne seront pas encore fournies au Rwanda d'une manière clandestine, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est une guerre asymétrique où il y a plusieurs acteurs qui sont voilà, il y a plusieurs acteurs et qui en que profitent. c'est seulement le Rwanda qui apparaît comme le partenaire de M23. Parce que vous sentez aujourd'hui que le président Tshisekedi devait... il y a des gens qui penseraient qu'il faudrait que le président Tshisekedi puisse réclamer ou demander à la communauté internationale, l'Union européenne, d'imposer des sanctions contre le Rwanda. Mais vous allez voir aussi que les sanctions seulement ne valent rien. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda est sanctionné. Le Rwanda a déjà eu des sanctions, des différentes sanctions, et ainsi de suite. Vous avez vu même comment on a
Je pense qu'au mois de février, mars, il y a eu beaucoup de plénières qui se sont multipliées. Je ne sais pas comment, c'est ça même le terme. Le Conseil Les conseils de sécurité des Nations Unies. Spécial pour la réduction juste de la RDC, situation de la RDC, on a constaté qu'il y avait beaucoup de mesures qui ont été prises. Mais tout ça, ce sont les mêmes organisations qui reviennent encore à la table, appelées, invitées officiellement pour Kagame pour qu'on puisse discuter sur le plan économique aujourd'hui. Donc, moi, je pense que la RDC, c'est qu'il nous manque, c'est nous, le leadership fort, commun, donc l'unité, la fraternité entre Congolais, nous, en tout cas, c'est ça ce qui nous manque. Nous sommes beaucoup plus divisés par la haine tribale, nous sommes beaucoup plus, il y a des gens qui pensent que Tshisekedi, donc voir seulement la tête de la figure, le visage du président Tshisekedi à la tête de la RDC, ça ce qui choque plusieurs. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, si le problème qui concerne le Congolais, lorsque nous sommes agressés aujourd'hui, c'est comme on dirait que ce n'est pas la guerre, le Rwanda ou Paul Kagame ne fait pas la guerre à Tshisekedi, mais il fait plutôt la guerre à nous les Congolais. C'est-à-dire c'est à toute la République. Ce qui veut dire que, par exemple, en 2028, selon la Constitution, si le président de la République, Tshisekedi, venait à quitter officiellement les pouvoirs, ça sera une guerre d'un nouveau président. Moi, je ne pense pas que le problème de Tshisekedi à la tête de la RDC pourrait continuer à créer de problèmes à l'est de la RDC. Non, parce que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi est venu, il a trouvé cette guerre. C'est une guerre des décennies. Mais quand on vous dit aujourd'hui que c'est une guerre qui a déjà fait 3 décennies, mais le président Tshisekedi n'a même pas une décennie à la tête de la RDC. Je pense que c'est le problème, c'est une guerre qui est qui est infligé à la population congolaise. Aujourd'hui, nous nous sommes déjà habitués à voir ou à parler de la guerre, à prendre beaucoup plus le problème de la guerre de l'Est. Ça devient immédiatement les vraies paroles de flatterie pour la campagne électorale de chaque législature. Mais vous allez voir que chaque candidat qui peut toujours vous parler, il vous promettra toujours de mettre fin à la guerre de l'Est, comme on dirait que si on mettrait comme une stratégie comme une stratégie. C'est comme je me rappelle encore à l'époque, on pouvait tous les candidats qui pouvaient passer à Kananga, à l'époque Kassai occidental, Kassai central, démembré, on pouvait toujours vous dire non, moi si vous allez seulement voter pour moi, il faut être au pouvoir, la première des choses, je vais achever le barrage des Katende. Vous comprenez? La relance de l'Amiba. La relance de l'Amiba. Donc ça, mais aujourd'hui, on se pose des questions. Si il est terminé, mais quels seront maintenant quels seront les prochains propos de la campagne électorale? Donc moi, je me dis aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est serrer la main. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est faire un seul homme congolais pour faire face à l'agression qui nous est imposée injustement par les étrangers, par les occidentaux en particulier, parce que aujourd'hui, vous allez voir, le président Kagame n'est pas seul. Il y a un dictat qui vient de l'étranger, de l'Occident. Du néocolonialisme. Oui, voilà, on essaie de lui dire, de lui imposer ce qu'il doit faire. La question est celle de savoir, Tshisekedi a tendu la main à certaines personnalités dans le monde et que ces derniers sont toujours dans l'ombre de cette obscurité en République démocratique du Congo. Et j'adviens cela parce que nous avons une autre thématique à aborder, plus importante, qui intéresse beaucoup plus la province du Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi. Mais une dernière question, il y a certains parmi le membre de l'opposition qui estiment que le président de la République est beaucoup plus sur le plan ou sur le côté plaintif que sur le côté à trouver des solutions idoines. Bon, je pense que chacun peut analyser de sa propre manière les tenues, les propos tenus chaque fois par le président Tshisekedi. À des fois aussi, on peut comprendre que le président Tshisekedi peut dire quelque chose et aussi revenir dire le contraire de ce qu'il a dit précédemment. Mais vous allez voir diriger un pays comme la République démocratique du Congo relever certains défis, surtout sur le plan sécuritaire. Ce n'est pas une chose facile, mon frère Pierre. Lorsque je l'ai dit, vous allez voir que le président Tshisekedi, lorsqu'il accède d'abord à la magistrature suprême de la RDC, il a constaté que partout, il y avait il y avait déjà des jalons bien avancés. On pouvait constater que il y avait l'infiltration partout, il y avait des gens qui n'étaient pas loyaux à la République, parce qu'il ne faut pas être loyal
au président Tshisekedi ou au président de la République, il ne faut pas être loyal à un gouverneur, mais non même pas à celui qui vous a nommé, mais il faut être loyal d'abord à celui qui vous a mandaté ou à la personne pour qui vous travaillez. C'est qui la personne pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour la République démocratique du La Congo, nation, la vous travaillez patrie. pour la nation entière. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui accepte de vendre la nation, quelqu'un qui accepte de vendre ses propres frères, de faire tuer, massacrer sa propre population, quelqu'un qui accepte que ses frères soient violés, plutôt ses mères, ses jeunes sœurs, même ses cousines violées, violentées, juste pour avoir des meubles, pour avoir des immeubles, pour avoir de belles voitures, ainsi de suite. Mais alors, aujourd'hui, pour qu'on puisse quitter de ce système-là, il faudrait tout ça prendre du temps. Les paroles, à des fois tenues par le président Tshisekedi, on pense que c'est une humiliation, ou peut-être que c'est une façon de se plaindre à tout moment, mais peut-être ce ne sont pas des plaintes, mais peut-être c'est une façon de cajoler ces détracteurs, les faire arriver là où tout près de lui, comme ça, en ce moment-là, il pourrait avoir des stratégies que de les faire abattre plus facilement. Parce qu'en politique, tous les coups sont permis. En politique, on peut se faire voir qu'on s'aime ou on s'entraîne facilement, mais à un certain moment, ça peut barder à tout moment. Ça peut barder à tout moment. Donc, moi, je ne pense pas que les propos tenus par le président Tshisekedi à chaque fois, ce ne sont pas des propos plaintifs. Non, c'est une façon, c'est aussi une façon de faire cajoler ou de comprendre la personne qui peut avoir des propos ou qui peut avoir la machette à main. Comment se fait-il que vous venez pour m'agresser moi, vous avez des machettes, vous avez des armes, ainsi de suite, mais moi je n'ai rien. Ou peut-être que moi je peux avoir quelque chose, mais derrière vous, je sais que si une fois l'attaquer, vous allez découvrir qu'il y aura beaucoup de personnes qui pourraient venir maintenant en sa faveur pour maintenant m'agresser, me violenter. Donc c'est aussi peut-être un langage codé pour le président Tshisekedi de faire montrer aux gens que non, je suis peut-être faible, mais derrière cette faiblesse, on constate qu'il y a un homme fort, il y a un homme qui peut redynamiser les choses, on peut voir qu'il y a un homme qui peut redéfinir les choses d'une autre manière sans le savoir. Merci beaucoup, Ange Chimpaka, pour votre intervention. Vous parlez de plusieurs cartes que le président Tshisekedi a pour jouer afin d'amener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une guerre qui est vécue depuis une décennie. Et nous allons bien évidemment, messieurs, mesdames, aborder une autre thématique, comme je vous l'ai annoncé de l'entame de cette émission de cryptage. Il s'agit bien évidemment de cette opération de recouvrement forcé qui a été lancée depuis le 29 septembre dernier par la direction de recettes du Haut-Katanga. Depuis cette date, plusieurs automobiles sont soumis au contrôle de documents de bord, vignettes, patentes, contrôle technique, stationnement, mais également autorisation de transport. L'objectif, bien évidemment, de maximiser les recettes fiscales de la province. Mais en Chimpaka, j'arrive, les transporteurs dénoncent déjà une pression accrue face à ces recouvrements forcés ou à cette opération. Est-ce que vous pensez que sur le terrain, la direction de recettes n'a pas suffisamment sensibilisé ou mobilisé les automobilistes? Je pense que je vais analyser ce point-ci dans deux volets. Le premier volet va concerner d'abord la population congolaise, donc celle de Haut-Katanga en particulier, et aussi un autre volet va concerner les autorités. Je pense que je vais commencer par la population. Vous allez voir que ce qui nous manque aujourd'hui, nous, le peuple haut-katangais, voire aussi le peuple congolais, nous avons le manque le manque fiscal. Donc, vous allez constater que la population congolaise n'a pas cette habitude-là de payer les taxes et les impôts exigés par l'État congolais. Alors, on se pose des questions lorsque vous ne voulez pas payer les taxes et les impôts de l'État, et vous allez vous attendre maintenant à avoir du courant, vous allez vous attendre maintenant à avoir des routes, vous allez vous attendre maintenant à avoir qu'est-ce que je vais dire, des établissements étatiques. Mais comment on peut construire tout ça si peut-être nous-mêmes nous ne savons pas ou nous avons cette habitude-là fiscale? Nous ne savons pas peut-être comment payer, et aussi d'une part que les bénéficiaires ou donc ceux qui bénéficient ou ceux qui mobilisent ces recettes-là, à des fois, n'ont pas cette habitude-là de communiquer. C'est ça. Parce qu'il faudrait passer par une collaboration avec la population, informer la population congolaise du pourquoi et du comment
de ces taxes et aussi de ces impôts. Mais malheureusement, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment une collaboration entre les deux. Et moi, je me dis aujourd'hui, Pierre, vous allez constater que vous, en particulier en tant que journaliste, lorsqu'à des fois, sur la route, à 19h, 20h, vous croisez avec les agents de l'ordre. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière vous, ni à gauche, ni à droite, mais vous êtes deux avec les agents de l'ordre qui viennent devant de vous. Vous vous sentez d'abord en insécurité. Vous comprenez ça? Mais ce sont ces gens-là, les tenues qu'ils portent, même quand ils sont payés, c'est avec nos mobilisations financières. Ça veut dire que nous nous mobilisons comme recettes. Ils sont payés avec cet argent, vous voyez. Ils sont habillés avec cet argent, les munitions, le tout. Mais le problème aussi, c'est qu'ils ne parviennent pas, ou les autorités ne parviennent pas à remplir leurs devoirs avec ce qu'ils trouvent aussi de la part de la population. C'est à des fois, vous allez constater que il y a cette incompréhension là à chaque fois lorsqu'il s'agit de payer. Mais aussi la population doit comprendre, surtout les chauffeurs, les chauffeurs, parce qu'en ce moment-ci, ce sont les chauffeurs qui sont beaucoup plus traqués. Pas n'importe qui, ce sont ceux qui ont des automobiles qui sont traqués par les agents de l'État, parce que peut-être ils n'ont pas payé, mais ils connaissaient déjà tout. Peut-être que d'une autre manière, l'État avait utilisé aussi les ondes, la voix des ondes. L'État avait utilisé des mégaphones, avait utilisé des personnes selon les différents domaines de travail. Voir les médias sur Shalom Télévision. Voilà, sur Shalom Télévision. En tout cas, comme sur Shalom Télévision, je peux dire que c'est le communiqué sur la vignette, c'est des années. Ça passe toujours. Vous le savez très bien. Je pense que c'est depuis 2021 ou 2022 comme ça que donc, cela a commencé jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème d'éducation fiscale pour un Congolais. Le problème d'éducation fiscale, c'est ce que je venais d'évoquer ici. La population n'a pas cette compréhension-là de payer ou ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle paie aussi donc leurs impôts. Alors moi je me dis aujourd'hui que nous pouvons aussi voir les histoires palpables sur le terrain. C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi je me dis, heureusement qu'avec le gouvernement provincial, nous sommes en train de constater qu'il y a quand même l'avancement sur... il y a des avancées significatives sur le terrain aujourd'hui en matière des infrastructures routières. Vous voyez que partout, il y a des chantiers. Ça, c'est ce que nous voulons voir. Et lorsque nous voyons ça, aller jusqu'au bout. Mais ça sera très mal lorsqu'on entend peut-être que tel a détourné de l'argent. Vous comprenez? Parce que l'argent qui est détourné, là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton argent que tu avais apporté. C'est l'argent que vous mobilisez ici. C'est l'argent de la population que vous mobilisez. Et vous savez, aujourd'hui, mon frère, moi, je l'ai dit autrefois, lorsque les motards étaient chassés du centre-ville de Lubumbashi, moi, je me disais, est-ce que ces gens-ci ont même des routes dans nos quartiers, dans toutes nos entités ici, territoriales décentralisées? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans plusieurs cités où nous habitons aujourd'hui avec la population, parce que plusieurs personnes n'habitent pas le centre-ville, mais le centre-ville, c'est comme on dirait, c'est le centre d'activité où chacun peut venir de son coin pour quand même exercer sa profession, exercer peut-être ses petits commerces, ainsi de suite. Mais moi, je me dis, là où nous habitons ici, dans nos différents quartiers, où maintenant les chauffeurs motards sont obligés ou sont censés maintenant d'exercer leur travail de transport. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que réellement nous avons des belles routes? Aujourd'hui, ce sont eux qui mobilisent les recettes. Ce sont eux aujourd'hui qui financent le gouvernement provincial. Mais est-ce que nous avons des routes? C'est aussi une opportunité de lancer un appel vibrant à ceux qui nous gouvernent, surtout les autorités locales, les autorités provinciales, qui doivent aussi prendre, en tout cas, ces histoires donc au sérieux. Avoir des routes. Vous ne voulez pas que les chauffeurs puissent exercer leur métier au centre-ville. Oui, certes, vous devez maintenant continuer, achever les différents travaux d'infrastructures routières. En même temps, un petit peu, ça vous interrompt, est-ce que le gouvernement provincial récolte ou recueille suffisamment de fonds, par exemple, à partir de cette opération fiscale qui vient d'être envoyée, pendant que vous avez évoqué une question du manque des devoirs fiscaux au sein ou dans les chefs de certains conducteurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le gouvernement atteint le quota même de ces recettes-là? Mon frère, comment d'abord le gouvernement provincial pourrait atteindre le quota d'une manière prévue ou selon ce qui est prévu? Parce que je pense que le taux est déjà budgétisé.
même dans le Conseil des ministres, lorsqu'on s'est réunis ensemble avec quelques services de la mairie, les services communaux et ainsi de suite, je pense qu'ils ont déjà prévu que nous allons atteindre autant. Mais moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que le gouvernement provincial, commençant par même la mairie, est-ce que la mairie de Lubumbashi sait déjà identifier que sous la ville de Lubumbashi, nous avons autant de chauffeurs? Est-ce que sur la ville de Lubumbashi, si vous demandez aujourd'hui à Maître Kafoumi, il peut vous donner, vous donner le chiffre exact des taxis, des taxibus sur la ville ici? C'est difficile. Et vous allez aujourd'hui comprendre comment vous pouvez atteindre le quorum là si vous-même vous ne savez pas, vous ne connaissez pas qui doit contribuer. Donc, alors, en amont, il y a un problème de recensement. Il y a un problème de recensement parce qu'il faudrait commencer par le recensement. Recenser ceux qui sont censés payer. Mais le gouvernement ne connaît même pas qui doit payer. C'est pourquoi vous allez vous constater que quelqu'un qui a déjà payé, alors, on cherche même à le faire encore freiner donc en cours de route. Non, monsieur, tu dois encore exhiber tes documents. Aussi longtemps qu'il a déjà payé. C'est parce que le gouvernement ne sait pas d'abord recenser. Donc, le gouvernement ne connaît pas d'abord qui gère, qui. Alors, c'est qui le chauffeur sur la ville. Donc, quelqu'un qui vient même d'arriver. Il y a même des infiltrés, je vous dis. Une guerre entre ceux qui collectent les fonds oui. et les usagers de j'y arrive. Alors, ce que je disais même ce quoi, vous allez voir que le gouvernement a un problème. C'est difficile d'atteindre le chiffre de recettes prévu. C'est très difficile. Parce que même ceux qui sont censés, comment se fait-il que même l'argent doit être récolté par les individus? L'argent, quelqu'un qui vous dit que non, non, je n'ai pas de documents, bien sûr, mais vous devez le prendre, l'escorter avec son engin, jusqu'à peut-être à la destination, je sais pas, à la mairie, ou peut-être là où les agents sont gardés. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Mais vous allez voir que ce sont eux qui récoltent des fonds, ils peuvent empocher de l'argent, ils peuvent partir, ils font ce qu'ils veulent. Mais comment on peut parvenir maintenant à atteindre ce chiffre-là? C'est très compliqué. Nous, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas seulement la population. Le problème, c'est aussi commençant par le gouvernement, parce que le gouvernement, diriger, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque vous avez déjà prévu que dans un trimestre, nous allons amorcer peut-être le système de recouvrement forcé. Oui, il faut prévoir le tout. Vous allez voir, il y a même certains individus, parce que peut-être ils sont membres d'un parti politique, parce que peut-être ce sont eux qui chantent à la gloire du roi, parce que peut-être ce sont eux qui tiennent des drapeaux du parti politique à chaque arrivée du chef de l'État, ou peut-être quand l'autorité arrive dans leur quartier. Ce sont ces gens-là une problématique que nous allons aborder dans la deuxième partie. Écoutez, ce sont eux maintenant qui sont censés récolter des fonds. J'ai vu autrefois au centre-ville ici, j'étais là, c'était devant Hôtel Lubumbashi, ou quelqu'un qui entre avec la moto sur la ville, donc au centre-ville, vous savez que c'était interdit il y a un moment. Mais il y a des agents qui sont là-bas, au coin, et lorsque la moto veut passer, on essaie d'interrompre le passage, et il y a eu un grand accident là-bas, on arrête quelqu'un, lui aussi, le chauffeur qui essaie de se lamenter, non, je ne vais pas en tout cas partir avec ma moto. On essaie maintenant de le freiner quelque part, en dessous du manguier, pour seulement négocier. Et lorsqu'on négocie, non, tu vas nous donner autant d'argent. Mais moi, je me dis, cet argent-là, en quoi maintenant cet argent va servir à l'État congolais? C'est parce que, moi je me disais, s'il y avait peut-être un canal, le canal par lequel les gens pouvaient peut-être, ou les chauffeurs, ou tous ceux qui sont concernés aujourd'hui par les recettes fiscales, pouvaient peut-être passer nettement payés. Mais avoir maintenant leur bordereau de la banque, qui pouvaient peut-être justifier qu'ils ont déjà payé. Mais il faut malheureusement, ce n'est pas ça. Si vous allez ici à la DH4, c'est là qu'il y a beaucoup de mafias. Il y a des mafias là-bas à chaque fois. Et quand les gens vont même payer là-bas, et c'est l'argent qui est peut-être empoché, il n'y a pas de preuve de paiement. J'ai vu même qu'il y a même des agents de la DH4 qui passent maison par maison pour récolter les fonds, on appelle comment, les recettes foncières. Hein. Ouais. Oui, quand ils passent, il y a même de l'argent, ils prennent cet argent, ils empochent l'argent. Mais comment l'État va se retrouver? Comment l'État va maintenant terminer les travaux, les chantiers déjà commencés? Et comment arriver à mettre un terme exact? Pour mettre fin à ces bêtises-là. Moi, j'appelle ça bêtise parce que ce qui se passe, ce n'est pas en tout cas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Pour mettre fin à toutes ces bêtises-là, l'État congolais doit être d'abord responsable dans sa gouvernance. L'État congolais doit commencer par revoir d'abord dans l'entourage de ceux qui sont censés le faire. Savoir déjà canaliser un seul guichet un seul guichet banquier, ou peut-être, ou bancaire voulais-je dire, là où la population peut passer payer. En cours de route, la population ne peut que montrer, exhiber les documents de preuve ou les preuves de paiement. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quand
on arrête quelqu'un, il n'y a même pas quelqu'un qui doit acheminer l'engin, la moto, le véhicule à la mairie ou je ne sais pas là où c'est prévu. Mais vous allez voir qu'il faudrait qu'il y ait d'abord des négociations sur des vérandas. Quand j'ai dit ça, j'ai vu moi-même avec les preuves. C'est ici d'abord que je commence par je pense que c'était le mercredi de la semaine en cours. Ici au niveau de Faya sur la chaussée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où vous allez voir qu'on arrête les gens là-bas. Il y a s'il y a des vrais désordonnés, ce sont les agents de la PCR, les policiers de circulation routière. Ce sont des gens en défaut qui ne sont pas leur façon de travailler, ça donne de la colère. Ça donne de la colère. Lorsque eux travaillent, ils pensent que c'est saluer avec les chauffeurs à chaque fois. Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas encore, qui ne comprennent pas encore cette stratégie. Ils se saluent chaque fois avec les chauffeurs. Ce n'est pas se saluer. Ils s'échangent la monnaie à toute fois. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas une qualité? C'est en connivence avec leur chef. Qu'on peut constater sur les terrains. Pensez-vous que il y a tous ces agents plutôt qui régulent la circulation moniale quelque chose? Pensez-vous qu'il n'y a pas ceux qui œuvrent bien évidemment pour la patrie? Non, ils sont là mais ils ne sont pas nombreux. Et s'ils sont là, ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Et c'est pourquoi il fallait dire certains, parce que là, c'est comme si vous avez là peut-être je peux toute la police. Je peux y revenir pour rectifier, mais je pense qu'il y a quelques-uns. Il y a quelques-uns parce qu'il y a aussi un pourcentage, même si ce n'est pas élevé, mais je pense qu'il y a aussi quelques personnes de bonne volonté, les gens qui aiment beaucoup plus cette patrie, les gens qui pensent que aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, ils peuvent peut-être vieillir. Ils n'auront plus encore la force de travail, mais qu'est-ce qu'ils vont léguer à leurs petits-fils? Qu'il y ait une bonne relève. Qu'est-ce qu'ils vont maintenant léguer à nous qui aurons maintenant le pouvoir demain ou le lendemain? Parce que moi je me dis, ce qui nous tue aujourd'hui, ce ne sont pas d'abord les gouvernants. On peut voir aussi que le gouvernement ont aussi des problèmes de recrutement. Le problème de recrutement, aujourd'hui ceux qui sont partout là-bas, ça se négocie la nuit dans des partis politiques. Ça se négocie la nuit au téléphone. Mon cher, toi tu vas couvrir tel coin. Toi, tu vas maintenant prendre l'axe Cambov. Toi, tu vas prendre l'axe chaussée. Tu vas prendre l'axe tête. C'est comme ça que cela se passe. Mais quand est-ce que le gouvernement aura maintenant atteint les recettes prévues? C'est pourquoi vous allez constater que chaque fois qu'il y a peut-être le projet budgétaire qui doit être présenté au Parlement, donc à l'hémicycle provincial, c'est difficile d'atteindre les chiffres. C'est très difficile parce que les gens pensent que quand on dit par exemple nous allons mobiliser cette fois-ci même 30 milliards de francs congolais, les gens pensent que ce sont les 30 milliards là que le gouvernement a déjà dans sa poche. Or ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on essaie des stratégies pouvant aboutir à mobiliser ces recettes là. Mais quand vous avez déjà prévu tout ça, il faut aussi prévoir les vrais moyens qui peuvent vous aider pour atteindre ces chiffres là. Il faut commencer par identifier, recenser les chauffeurs, savoir est-ce que nous avons combien d'abord sur la ville de Lubumbashi, dans toutes les 7 communes, nous avons combien de chauffeurs motards, nous avons combien de chauffeurs qui roulent les 4 pneus par exemple de IAS Dubaï, nous avons combien de chauffeurs sur la ville de Lubumbashi, où nous avons combien de véhicules, des taxibus, vous voyez, des Carina. Nous avons donc identifié, lorsque vous avez déjà recensé, vous avez identifié, vous savez aujourd'hui, le gouvernement ne gagne rien, surtout dans les mobilisations des recettes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'arrêts, les arrêts des bus, qui sont clandestins, qui sont reconnus par peut-être quelques gens de la mairie, en connivence peut-être avec quelques vaillants, je peux dire, quelques vaillants de différents partis politiques, surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, les désordres commencent et émanent de différents partis politiques. Surtout des formations politiques qui forment, par exemple, de cadres, mais on pense, je me réserve des mots, hein. Vous allez voir que il y a des partis politiques, en tout cas, nous avons beaucoup de respect envers ces différentes formations politiques, mais en son sein, ou en leur sein, c'est très compliqué, trop aberrant de ce que nous sommes en train de constater. Les jeunes qui sont censés se réveiller à 5h, 4h du matin, ils ont créé leur propre arrêt de bus. Et lorsque vous arrivez à leur carrefour là-bas, quand un engin arrive, un tricycle qui arrive, un bus ou un taxibus, ils sont censés de laisser 1000 francs. Combien de courses, combien d'argent qui peuvent arriver là-bas par jour, ils vont bénéficier combien d'argent?
Et un arrêt qui peut travailler jusqu'à 21 heures. Cet argent-là ira où? Le gouvernement, est-ce que c'est même qu'à gagner pour l'État congolais. Il est à mesure de recenser toutes ces recettes qui entrent régulièrement dans les... Mais non, c'est le jour où vous allez découvrir qu'il y aura une guerre qui ne pourra pas prendre fin. Parce qu'il y aura d'abord une guerre froide qui sera même visible entre le gouvernement et différentes formations politiques. Parce que ces gens-là sont reconnus, ils ont même des cartes. Lorsque vous essayez de parler, ils vont vous exhiber la carte de leur parti politique. Mais comment l'État va mobiliser maintenant toutes ces recettes? C'est très compliqué. Moi, je vous dis, mon frère, ici d'abord dans la province du Haut-Katanga, en particulier sur la ville de Lubumbashi, si tous les canaux étaient déjà débouchés, ok, je veux dire, étaient déjà bouchés par l'État congolais, tous les canaux possibles de recettes, c'est-à-dire tous les arrêts des bus, tous les arrêts de tricycles que nous constatons de part et d'autre. Si aujourd'hui, tous les mafieux là, tous les petits, tous les jeunes là qui sont sur la ville ici, en train d'arrêter les chauffeurs par force et négocier de 100 000 francs, de 150, 300 000 francs pour empocher, et je me dis tout, si réellement le gouvernement provincial pouvait commencer par boucher tous ces canaux-là, je vous dirais que ici à Lubumbashi, le gouvernement provincial devait être peut-être le premier en mobilisation des recettes sur toute l'étendue du territoire national. Mais ça nous complique aujourd'hui. Vous essayez seulement de traquer les chauffeurs. Vous essayez seulement de traquer ceux qui sont aujourd'hui concernés. Mais aujourd'hui, il faut voir vos agents là. C'est qu'ils font sur le terrain. Et parmi eux là, il y a même ceux-là qui ont leurs engins, qui circulent chaque jour ici. Quand leurs engins passent avec le chauffeur, il y a déjà des consignes. Mon frère, attention, mon chauffeur va passer, vous allez le laisser passer. Mais lui-même d'abord n'a pas de vignette. Lui-même. Et aussi la population, vous allez voir quelqu'un qui se procure un véhicule de 80 000 $, un véhicule de 50 000 $, mais il manque comment payer une vignette qui coûte moins. Le problème, c'est que moi, je condamne l'État congolais. Parce que l'État doit commencer par mobiliser, recenser, comprendre réellement comment on peut parvenir à mobiliser toutes ces recettes. Mais aussi longtemps que le gouvernement ne le fait pas, le gouvernement attend seulement le moment convenu pour commencer déjà à traquer la population. C'est très compliqué. Nous allons maintenant aborder une autre thématique, toujours en rapport avec cette opération fiscale lancée par la direction de recettes du Haut-Katanga. Il s'agit bien évidemment de la hausse de prix de transport. Le maire de la ville de Lubumbashi, conscient de cette situation, avait dans un discours appelé le conducteur à ne pas hausser les prix, mais c'est ce qui n'est pas les cas en Chimpaka aujourd'hui. Il y a plusieurs plaintes de la part de la population qu'il y a une hausse majuscule du prix de transport dans plusieurs lignes de la capitale du cuivre. C'est parce que le suivi de la mairie n'aboutit pas. Le suivi n'aboutit pas. Non pas seulement de la mairie, mais en tout cas du gouvernement. Les autorités, à chaque fois, il y a une certaine lâcheté. Comment se fait-il que vous pouvez peut-être poursuivre tous ces gens-là, les traquer pendant la journée? Et surtout, vous savez que l'afflux, c'est beaucoup plus le soir. C'est le soir où on constate qu'il y a ceux qui veulent déjà quitter la ville pour regagner leur domicile. Pendant ce temps-là, la mairie est déjà fatiguée de travailler. La mairie a déjà fermé ses bureaux. Et c'est fini. C'est pourquoi vous allez constater que sur la ville, et surtout en tous les coins de la ville, vers 17h, 18h, il y a ces problèmes-là. Le transport qui était par exemple à 1000 francs pendant la journée, le soir c'est déjà à 2000 francs. On va doubler. Les autres vont tripler. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine lâcheté dans le contrôle de cet événement. Alors aujourd'hui, vous allez voir encore qu'il n'y a pas seulement ça. Ceux qui sont maintenant en ordre avec le document de l'État, ceux qui ont déjà payé leur vignette, ceux qui ont déjà payé presque toutes les recettes prévues par le gouvernement provincial, ce sont eux maintenant qui sont censés hausser le prix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nombreux sur le terrain. La population est devenue maintenant assez nombreuse. Donc c'est un prétexte. C'est un prétexte aussi. Il y a peu de véhicules, il y a peu de taxis sur la ville, mais la population est tellement en masse qu'il veut déjà regagner ces différentes adresses. Alors c'est ça aussi ce qui complique. Mais moi je me dis qu'on n'ait pas seulement le temps prévu pour payer les recettes. J'aimerais que
que ça soit une habitude de chaque fois, non pas seulement dire que pendant tel moment, il y aura recouvrement. Parce que pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a même certaines personnes qui ont d'abord, qui ne font pas sortir leurs engins pendant la journée. Ils ont stoppé. Ils ont stoppé. Lorsque vous terminez, ils vont revenir sur le terrain avec leurs engins. Vous voyez? Et ça, c'est toujours un manque à gagner pour l'État congolais. Un manque à gagner. Mais regardant la situation aujourd'hui de transport dans la ville de Lubumbashi, vous allez comprendre que même pendant qu'il n'y a pas l'opération de recouvrement forcé, il y a certaines lignes dès qu'il est 18 heures, à l'occurrence de la ligne Ewabora, centre-ville Ewabora, les prix galopent. Pensez-vous que c'est seulement une question du gouvernement qui n'est pas à mesure aujourd'hui de réguler la crise de transport dans la ville et non aborder seulement la question du recouvrement forcé? Non, moi j'attribue tout au gouvernement. Parce que moi je me dis, vous savez que il y a aussi un service de la mairie qui parle, ce service-là est appelé comment? La SECO. Vous connaissez la SECO, non? L'association, je sais pas, l'association des chauffeurs, des conducteurs du Congo. Vous voyez? Et c'est un service reconnu par l'État congolais. C'est un service de la mairie ici. Vous comprenez? Mais ce service, lorsqu'on essaie de hausser quoi le prix de transport, mais ce service-là est sur place. C'est un service qui représente la mairie sur place. On le fait en connivence avec lui. Ce service-là, vous savez que lorsque un chauffeur veut déjà démarrer de l'arrêt, on lui laisse, je sais pas, 1000 francs, selon le prix. Mais le soir, maintenant, quand on essaie d'arriver peut-être à 2000 ou tripler le prix, c'est toujours le même prix là qu'on lui laisse. C'est-à-dire, mais je me demande, est-ce que maintenant, en passant ou lorsqu'il faudrait faire le rapport à son chef de tutelle, est-ce que réellement ce service-là donne le rapport comme il le faudrait de tous ces événements malheureux de la journée? C'est très compliqué. Moi, je dis c'est lâcheté du gouvernement. Les autorités ne savent pas aider la population. Ce n'est pas seulement pour venir m'obliger de prendre mon argent, je paye, c'est fini, vous partez. Non. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. J'aimerais voir avant de revenir encore à la prochaine fois pour recouvrer. Il faut me dire ce que vous avez fait. Mais il y a un problème de recensement, non pas seulement le problème de recensement, il y a aussi un problème de redevabilité. Il y a un problème de redevabilité. Le gouvernement n'est pas redevable à chaque fois. Il faut nous faire ces rapports de redevabilité. Avant de passer comme ça, vous nous faites le rapport. Dites non, la fois passée, nous avions mobilisé, pendant le recouvrement là, on avait mobilisé autant de recettes. Et voilà, ces recettes-là nous ont aidés à faire ceci, cela. Mais vous avez déjà entendu parler de ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et quelle solution proposez-vous à cette situation qui perdure depuis plusieurs années dans la capitale du cuivre, parce que ce n'est pas le premier recouvrement, ce n'est pas la première situation qui intervient, qu'on observe le prix du transport galopé dans la ville de Lubumbashi. Quelle solution à prendre avant qu'on aborde la seconde thématique qui va même clôturer cette émission décryptage? Oui, que le gouvernement ne soit pas lâche, que le gouvernement ne se fatigue pas, que nos autorités mobilisatrices de ces recettes ne se mobilisent pas, ne se fatiguent pas. Lorsqu'il faudrait mobiliser, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faudrait aller jusqu'au bout. Lorsque vous mobilisez, les engins ne travaillent pas seulement pendant la journée. Il y a des engins qui ne travaillent pas pendant la journée parce qu'ils ne sont pas en ordre avec le gouvernement. Mais le soir, lorsque vous avez déjà fermé vos bureaux, ils reviennent aussi, ils commencent à travailler. Moi, je voudrais qu'ils soient maintenant poursuivis, qu'ils soient maintenant traqués jusqu'au dernier souffle. Mais aussi, le gouvernement doit être redevable. Nous faire le rapport. Parce que quand vous nous faites le rapport, ça va nous donner encore le courage de mieux mobiliser des recettes prochainement. C'est-à-dire nous dire que non, cette fois-ci, vous voyez, le précédent recouvrement, nous avions mobilisé, par exemple, 20 000 $. Dans ces 20 000 $, nous avons achevé peut-être les travaux de l'avenue Araucaria. Nous sommes arrivés au bout. Dans quel cadre imaginez-vous que cela puisse se passer dans votre vision? Moi, je voudrais que ça soit beaucoup plus... Parce que quand on traque les chauffeurs, les chauffeurs utilisent les routes de l'État congolais.
Mais il faudrait asphalter les routes. Mais il y a des routes Hein? qui sont asphaltées. Mais, Il y a des travaux urbains mon qui frère, sont... nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes au mois d'octobre. D'ici là, ce sont les pluies diluviennes qui vont commencer. Et vous-même, vous connaissez ce qui se passe quand il n'y a plus à Lubumbashi. Et la route elle est en train d'être réhabilitée. Mais ça traîne. Parce que moi, je me dis, ils ont commencé depuis quand? Quand vous regardez du côté ambassade, ils ont commencé depuis quand? Et ça prend combien de kilomètres? Et pour seulement arriver au niveau de Njanja, ça va prendre combien de temps? D'ici, les pluies vont commencer. Il faut nous dire, même quand vous terminez ces travaux-là, vous devez revenir, tel que vous avez lancé les communiqués aux médias. Il faudra encore revenir nous dire que on avait mobilisé autant. Pour la commune de Kampembe, on avait mobilisé autant. Cet argent-là nous a aidé à terminer à faire ceci, cela. Il reste autant. Malheureusement, il n'y a pas ce rapport-là. Donc, d'après vous, la fiscalité dans le Haut-Katanga n'est pas dans sa fluidité? Mais pas tellement. Pas tellement. D'ailleurs, comment on peut utiliser ces termes-là aussi longtemps qu'on ne sait pas combien on mobilise? Vous avez une référence dans un pays où on arrive les soirs, on appelle la population, on les réunit dans un cadre. Non, moi je suis on leur congolais. communique le montant exact vous savez, de recettes récoltées. Nous sommes en démocratie. Mais je pense que nous sommes un pays démocratique, un peu souverain. Ici, nous ne pouvons pas faire référence à un autre pays. Ici, nous devons faire référence à nos lois, à notre constitution. Lorsqu'ils sont là pour travailler, ce sont les esclaves de la population. Vous devez le savoir. Nos autorités ne travaillent pas pour leur fin, leur gain personnel. Ils sont là pour travailler à notre place. Et ils doivent nous dire ce qu'ils sont censés travailler pour nous. Et lorsque ça ne va pas, nous, la population, devons les sanctionner. Pourquoi pendant la campagne, ils viennent sans garde du corps? Pourquoi pendant la campagne électorale, leurs portes, leurs barrières parcellaires sont ouvertes 24 heures sur 24? Mais pendant ce temps-ci, ils ne sont là que pour seulement nous imposer et on ne sait pas comprendre comment ils travaillent, on ne sait pas ce qu'ils nous proposent, on ne sait pas qui fait quoi et qui fait qui dit à qui. Donc nous, notre souci, c'est qu'à chaque fois, ils doivent nous dire, vous avez toujours constaté avec le gouvernement central, non? Avec Patrick Mouyaya, il est là devant les médias pour faire la redevabilité de la semaine. Nous dire que le gouvernement central a fait ceci, cela. Nous comptons faire ceci. On répond aux questions des journalistes qui sont les porteurs des messages des questions de la population. Indirectement. C'est-à-dire ici, moi ce que je demande, nous ne pouvons pas faire référence à qui que ce soit. C'est peut-être une initiative que j'essaie d'initier, si vous pouvez me permettre cette tautologie, d'initier au gouvernement, à nos autorités, de nous aider à comprendre ce qu'ils font avec l'argent, ce qu'ils font avec les recettes mobilisées. Lorsque nous y arrivons, je pense qu'on n'aura pas vraiment de problème de recettes. Vous allez voir que si chaque année, ils mobilisent 30 milliards, mais il y aura un moment où on peut tripler. Et ça ne pourra pas coûter à la population parce que la population sera en mesure de comprendre d'abord le pourquoi on utilise cet argent ou on mobilise toutes ces recettes. Et voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement le gouvernement provincial, a ses devoirs de réunir dans un cadre bien spécifique pour communiquer à la population les différentes ressources qui requièrent dans la collecte de fonds de la fiscalité en Provence, en croire Ange Chimpaka, journaliste. Et nous allons aborder très rapidement une autre thématique aujourd'hui qui pèse sur le mot de certains Luchois. On appelle un service, un appui à la police des circulations routières, Bureau D. Alors que son rôle, c'est exactement de faire les renseignements sur la circulation. Maintenant, en Chimpaka, sur les terrains de la ville de Lubumbashi, comment se comportent les agents de Bureau D? Ils se comportent bizarrement. Ils se comportent bizarrement. Parce que normalement, lorsqu'on appelle Bureau D, c'est un service de renseignement. C'est un service de renseignement civil. Ça, vous devez le savoir. Lorsqu'on parle d'un service de renseignement, ce sont des gens qui travaillent sous l'ombre. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir comme ça avec un agent de renseignement, mais c'est difficile de le découvrir, de le dénicher facilement. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait à Lubumbashi. Ce n'est pas ce qui s'est fait à Lubumbashi. Partout, vous allez voir, eux-mêmes d'abord, il y a les autres qui marchent avec des camouflages. Quelqu'un qui marche librement, lui-même se prononce, il dit, je suis agent de sécurité, je suis agent de renseignement. Mais il s'exhibe lui-même. On dirait qu'il n'est pas formé pour ça.
Et d'ailleurs, moi, je peux revenir à la promesse du chef de l'État en 2018, lors de la campagne électorale de son premier mandat. Le président de la République avait promis que, une fois accédé à la magistrature suprême, la première réalisation, la toute première réalisation ou action qu'il va mener sur le terrain, c'est la fermeture de tous les cachots de l'ANR. C'est la fermeture de ce système-là, de ce service-là de bureau 2. Vous allez voir, ici, nous sommes à Kabecha. Arrivé ici, ce n'est pas arrivé ici au niveau de l'arrêt Kigoma. Kigoma, ok. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas croire que ces gens-là sont les agents de l'État. Vous ne pouvez pas croire. On dirait qu'ils ont pris même la place de la police. Mais je crois qu'on les a interdits aujourd'hui des vrais sans pour On leur a interdit, c'est pas... sans pour autant être Voilà. munis de leur tenue. Mais est-ce qu'ils sont censés avoir même la tenue? Mais quand même pour leur identification. Leur identification, peut-être, ça doit être... On les appelle, mais ce sont ils font le renseignement secret. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas faire le renseignement secret et vous-même... Vous savez d'abord que dans notre province, le bureau de l'ANR n'est pas identifié. Vous savez ça? On ne sait pas identifier où se trouve le bureau de l'ANR. Vous pouvez marcher sur la ville, c'est un bureau secret. Donc c'est un service secret qui ne secret de l'État. Mais comment ils arrivent à voir ces pouvoirs et moi je pense que dans la politique publique de communication, l'entité territoriale, quand on parle d'une ville, elle est bien organisée. Il y a des politiques publiques et la gestion en fait partie. Dites-moi, aujourd'hui, vous allez dire que le gouvernement provincial n'arrive pas à mettre un terme à cette question, à cette confusion, parce qu'aujourd'hui, cette confusion qui glane quand on parle d'un agent des bureaux D et du service des renseignements. C'est ça aussi le problème. C'est pas jusqu'à aujourd'hui, vous savez que la population ne sait pas, est dans la tourmente, ne sait pas faire la différence entre les deux. Bureau 2 et l'ANR, on ne sait pas en toi qui fait quoi, qui dit quoi. On ne sait pas. Mais moi, je me dis aujourd'hui, c'est le problème qui revient maintenant au ministère provincial de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, d'abord, est-ce que réellement il est au courant qu'il y a le bureau de tel endroit, tel endroit? Et parce que ce sont des gens qui doivent travailler sous sa tutelle. Le bureau plutôt le ministre, disons le gouvernement provincial, est-ce qu'il a déjà eu le temps de faire la descente sur le terrain pour identifier tous ces mafieux-là? Lorsque la population essaie de dénoncer, tel endroit on traque la population, tel endroit on fait ça. Je ne vais pas aller loin. À descendre encore avec l'avenue de la Roachie. Nous montons ici avec Araucaria. Nous arrivons au niveau de la bifurcation Araucaria, coin de la Roachie. Descendez, il y a une antenne là-bas. Il y a un bureau 2. À partir de 19 h, donc disons 18 h, le bureau 2 qui a infligé une barrière là-bas, on essaie d'imposer à tous les passants, donc 5 000 francs, soit 3 000 francs. Vous n'en avez pas, vous ne passez pas. Une moto, vous payez 10 000 francs. C'est pourquoi cet argent ira où? Et quand il y a maintenant, par exemple, le cambriolage de la nuit, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Et moi, je me pose la question, est-ce que réellement le gouvernement parvient à faire identifier tous ces mafieux-là? On ne sait pas. Qu'on commence déjà à les dénoncer comme ça jusqu'à quand? La population a déjà dénoncé, ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps qu'on a toujours dénoncé. Et le gouvernement, ils sont au courant de tout ceci. Ou on peut dire qu'ils sont aussi complices. On peut dire ça, on peut dire qu'ils sont complices de tout ce qui se passe. Parce que la population, pour qui vous travaillez, la population est en train de souffrir. Ceux qui sont censés donner les renseignements, mais je me pose des questions, ils sont partout dans tous les quartiers, ils sont partout dans tous les arrêbus, ils sont partout. Au centre-ville, ils sont partout ces agents-là, ou ce service-là. Mais quand on arrête, quand il y a peut-être pas, ce sont ceux qui sont censés fournir des renseignements, sensibles surtout au gouvernement ou à nos autorités sécuritaires. Mais eux d'abord, moi je me dis, là où ils habitent, il y a l'insécurité. Pourquoi ils ne parviennent pas à dénicher? Pourquoi ils ne parviennent pas à fournir toutes ces informations-là de cambriolage? Pourquoi ils ne parviennent pas à découvrir, à dénicher tous les mafieux qui se trouvent, ou tous les semeurs de troubles dans nos quartiers? Mais en conclusion, qu'est-ce que vous proposez dans ce que la population veut, le conducteur veut, puisque aujourd'hui, la question de la régulation, de la circulation, en est dans sa phase vraiment ultime. Quelles sont les solutions à retenir et surtout ce qui vont nous permettre et qui vont permettre également aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de garder quelque chose, de garder une image du numéro, du décryptage des ce soirs? Voilà, je pense que quelqu'un qui paie ses impôts doit connaître, doit savoir que c'est un devoir civique.
quelqu'un qui connaît bien le civisme, quelqu'un qui sait que le développement d'un pays marche de pair avec qu'est-ce que je vais dire, avec quelqu'un ou avec la volonté de payer ses taxes, ses impôts. Mais j'aimerais savoir où d'abord demander à la population congolaise, en général d'une manière particulière à celle du Haut-Katanga, de payer les impôts, les taxes, aussi au gouvernement de traquer, non pas seulement pendant la journée, même pendant la nuit, tous ceux-là qui veulent fuir l'État pendant la journée, et aussi que l'État soit beaucoup plus redevable devant sa population à chaque fois qu'il mobilise des recettes. C'est au moins ça. Et aussi à tous ceux qui sont en train de s'aimer des troubles par-ci, par-là, les agents des bureaux de ainsi de suite, ils doivent être traqués aussi par l'autorité provinciale, qu'ils puissent répondre de leurs actes, qu'ils puissent dire qui les a mandatés pour faire tout ce qu'ils font dans toute leur municipalité. Merci beaucoup. Merci à Chimpaka, l'habitué de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon cher confrère. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Nous serons encore là prochainement pour vous parler avec vivacité et loyauté aussi à la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs de Shalom Télévision, cette émission, votre magazine Décryptage vient de toucher à son terme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à la programmation de Gilles Loubemba, mais aussi à la supervision de Lorraine Ilunga et toute la grande équipe des décryptages, mais aussi à l'excellence Jean Dédié, Moulenda et Bondo, les promoteurs de Shalom Radio et Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous sommes contents de vous revoir prochainement avec le même et réel plaisir. À très bientôt.